Pour nos parents, Alain Chabat c'était le type qui faisait n'importe quoi sur Canal. Avec les nuls ou même dans Burger Quiz, tout le monde connaissait ses émissions. C'était un peu le gars marrant qu'on connaît tous. Aujourd'hui, son nom, il fait presque partie du décor. Depuis le carton d'Astérix Mission Cléopâtre, tout le monde le connaît. Des trucs pointus là. Mais il y a bien eu un moment où personne ne croyait en lui. Personne ne connaissait son nom. Alain Chabat, c'est l'histoire d'un type qui a passé sa vie à casser les codes. Tout ce qu'il touche se transforme et prend une forme que personne n'attendait. On sait tous ce qu'il a fait de grand, mais on est beaucoup moins nombreux à savoir comment il a fait pour en arriver là. Qu'est-ce qui se cache derrière tous ses succès? C'est quoi la vraie clé de sa réussite? Et pour comprendre comment ce gamin parti de zéro a fini par se construire une légende, il faut remonter bien avant les sketchs et les films cultes. Oran, nord-ouest de l'Algérie. On est en 1963 et tu n'as que 4 ans quand tes parents t'annoncent que vous partez. Pas seulement pour un petit séjour en vacances, mais pour toujours. C'est compliqué de s'en rendre compte à cet âge-là, mais en fait le pays dans lequel tu vis est en train de basculer. L'Algérie vient d'obtenir son indépendance, et je vais pas rentrer dans les détails, mais étant donné que ta famille est de confession juive, tu dois partir au plus vite. Cette fracture, c'est le point zéro d'Alain Chabat. Après son départ d'Oran, la famille d'Alain débarque en région parisienne. Alors que là-bas elle était considérée comme une famille plutôt bourgeoise, une fois arrivée en banlieue parisienne, c'est plus la même chose. La famille Chabat emménage à Bobigny dans la cité de l'Abreuvoir. Mais très vite, il déménage à Massy. Le décor, c'est globalement du béton et des HLM à perte de vue. La vie ici, elle est modeste et plutôt austère. Son père, il est surveillant général dans un lycée et la famille vit dans son appartement de fonction. Cette information, vous allez voir qu'elle est assez paradoxale quand on sait à quoi ressemble la scolarité d'Alain. Ce mec détient une stat improbable, il a changé, écoutez-moi bien, 12 fois de lycée. C'est juste énorme. Alors faut l'imaginer, Alain c'est un peu ce gamin assis au fond de la classe, le regard perdu par la fenêtre, pendant que les professeurs parlent sans s'arrêter. Le système scolaire attend de lui qu'il rentre dans une case, qu'il écoute, qu'il restitue ses connaissances, mais lui, il fonctionne pas comme ça. Alain, c'est un rêveur. Il passe ses cours à dessiner des bonhommes sur les coins de ses cahiers, et plus tard il se voit déjà dessinateur de bande dessinée. Mais le problème c'est que la réalité, c'est pas ce qu'on voit dans les BD. On est au tout début des années 80, il a 20 ans, et en vrai, soyons honnêtes, son essai scolaire, il est catastrophique. Il a pas le bac, il a aucun diplôme, aucune qualification. En gros, il est ce que la société appelle poliment un cas social, plus vulgairement, un glandeur sans avenir. Pendant que les autres construisent leur futur, s'inscrivent à la fac ou cherchent du travail, lui, il erre dans ses rêves. Vouloir être dessinateur, c'est beau. Mais comment l'atteindre? Surtout quand tu viens de banlieue comme lui. En vrai, c'est triste que je doive le préciser, mais on va pas se mentir, dans la société d'aujourd'hui, t'as quand même moins de chances d'y arriver. Mais Alain, il est déterminé. Et un jour, il tente sa chance. Enfin, la vie a décidé de l'aider un peu, il arrive à placer quelques planches de BD dans un magazine qui s'appelle Anti-Rouille. Pour ces dessins-là, il arrive à gratter un peu de sous, mais ça remplit pas encore le frigo, quoi. En plus, en tant qu'adolescent français, Alain doit faire le fameux service militaire. Mais il vient tout juste de gagner ses premiers sous avec ses BD, il a pas que ça à faire. Et donc pour éviter l'armée, il décide de simuler une fausse tentative de suicide. Bon, on est tous d'accord pour dire que ça va jamais marcher. Avec la rigueur de l'armée, le mec veut juste se faire cramer en 2, bah ça marche. Il est réformé du service après cette fausse tentative. Maintenant, est-ce que vous voulez savoir la fin de l'histoire? Et bah ça se termine pas super bien pour Alain, puisqu'il est envoyé directement en hôpital psychiatrique quoi. Face à cette nouvelle épreuve, il est quasiment en train de baisser les bras pour son rêve. En fait, il a l'impression que rien ne lui sourit. Mais vous le savez sûrement mieux que moi, c'est dans ces moments-là qu'il ne faut rien lâcher. Et une nouvelle opportunité apparaît face à lui. Donc mon frangin m'a dit, bah tiens, il y a un casting d'animateurs à RMC, si tu veux venir te changer les idées, viens. Il cherchait des animateurs radio pour une FM rock. Il n'y avait pas encore les radios libres, entre guillemets. Donc je suis descendu avec une brosse à dents, quoi, en fait, voir mon frangin qui habitait dans le Midi, surtout pour me reposer, puis au passage faire ce casting. Et je m'étais présenté, j'avais fait semblant d'être animateur de radio, parce que j'avais jamais vraiment écouté la radio. Et j'ai été pris. J'avais fait le fake it till you make it. J'en avais tellement rien à foutre, moi j'étais tellement... c'est toujours pareil, c'est quand t'es très détendu et que t'en as vraiment rien à foutre que d'un seul coup les trucs t'arrivent. RMC, c'est un vrai tremplin pour un type comme lui. À l'époque, c'est déjà l'une des plus grosses radios nationales de France. Il a tout à apprendre là-bas, c'est une opportunité de dingue. En plus, il a une grande mission. La radio le recrute dans le but de faire remonter ses audiences qui sont de plus en plus décevantes. Pour un jeune mec comme lui qui sort de nulle part, ça peut faire un peu peur. Mais contre toute attente, c'est ce qui le libère. Il teste un ton, un rythme, une énergie. En vrai, il se met pas la pression. De toute façon, si ça marche pas, ça sera pas pire qu'avant. RMC ne se rend sans doute pas compte de ce qu'elle vient d'embaucher, mais ce gars est une pépite. Dans ce milieu où tout le monde veut être la star, Alain, lui, il s'en fout. Il veut juste rigoler. Il a aucune ambition, aucune stratégie. C'est pendant ce passage à RMC qu'il commence à créer son style fait de fausses nonchalances et d'absurdes bienveillants, pour lequel on l'aime tous.
Les auditeurs, fatigués des voix trop posées et des formats trop écrits qu'on entend d'habitude à la radio, tombent sous le charme de ce gars complètement aléatoire. Ces émissions comme Gonzo ou Feedback deviennent des laboratoires à vannes où tout est permis. Je rigolais beaucoup avec mes copains, ouais. Et après, oui, je me suis rendu compte, ouais, effectivement, que je pouvais faire marrer les autres. Mais ce que Chabat ignore, c'est que ces conneries traversent la France entière pour arriver aux oreilles d'un certain Pierre Lescure. André Rousselet, qui était le fondateur de Canal+, et qui m'avait appelé à ses côtés pour m'occuper des programmes. Événement dans le paysage audiovisuel français, la naissance aujourd'hui de la 4e chaîne, Canal+. Il est 8h, 4 novembre, ouverture de l'antenne de Canal+. Vous apercevez que cette image, elle est cryptée, c'est le terme. Vous êtes conscient que ça ne marchera pas. Et puis il vous faudra payer 120 francs, que voici. Il fallait que l'évidence de quelque chose de neuf, qui pouvait se payer en plus de la redevance, soit manifeste. Donc on avait une page blanche, on a essayé de la faire la plus novatrice possible, de mettre tout ce qu'on n'avait pas vu à la télé et qu'on avait envie d'y voir, et de donner leur chance à des talents qu'on n'avait pas vus à la télévision. Et forcément, quand il tombe sur Alain, c'est le déclic. C'est pile le profil qu'il lui faut, hein. Un esprit libre, incontrôlable, qui refuse de se prendre au sérieux. Alain monte dans le train Canal+. Mais bon, on lui donne pas forcément le poste auquel on pourrait l'attendre. On lui donne ce que personne ne veut faire en fait. La météo. La météo avec Alain Chabat, j'ai comme l'impression, Alain, que ça se gâte. Ça se gâte et ça s'aggrave, lentement mais sûrement. Fini le soleil sur toute la France, on commence à entrer dans une période de dépression, comme vous le voyez sur cette photo satellite. En vrai, c'est le truc le plus chiant de la télé. Faut imaginer le tableau. La météo à l'époque, c'est le truc le plus sérieux et le plus codifié du monde. T'as une carte, des températures et des informations à donner, c'est tout. Mais Alain, lui, il voit ça comme une scène ouverte. Il laisse une grande place à l'humour et à l'improvisation. En plus de ça, les tournages se font le matin. Et c'est pas trop son truc. Il commence très vite à arriver en retard, ou même à ne pas se pointer du tout. Au final, les spectateurs n'allument plus la télé pour savoir s'il va pleuvoir, ils allument juste pour savoir comment Chabat va amuser la galerie. Mais bon, au bout d'un moment, il commence quand même un peu à s'ennuyer à la météo. Et c'est normal, vous allez me dire, c'est pas la chose la plus passionnante du monde. Dans les couloirs de Canal, il va justement croiser les personnes qui vont combler cet ennui. Bonsoir, je suis Bruno Carrette. Bonsoir, je suis Chantal Lobby. Bonsoir, je suis Dominique Farrugia. Bonsoir, je suis Alain Chabat. Ces quatre-là sont des légendes. Alors peut-être pas pour vous si vous êtes jeune, mais sûrement pour vos parents. Chantal Lobby, Bruno Carrette, Dominique Farrugia et Alain Chabat ont littéralement révolutionné l'humour à la télé. Mais avant de voir tout ce qu'ils ont accompli, regardons d'abord comment le groupe s'est formé. C'est vraiment une histoire d'alignement des planètes. Parce qu'en 1984, Canal+, c'est un immense terrain vague. Tout est encore à construire. D'un côté, on a le duo du Sud, Chantal Lobby et Bruno Carrette. À ce propos, Bruno, je voudrais vous poser une question. Préférez-vous les femmes belles ou les femmes intelligentes? Ni l'une ni l'autre, Chantal, c'est vous que j'aime. Ils sont terribles ces deux-là. Ils viennent tous les deux de Marseille où ils travaillaient pour la chaîne FR3. À l'époque, ils animaient une émission ensemble, elle s'appelait Bzz. Oui, comme une abeille. Quand ils arrivent à Paris, Canal+ les embauche pour une mission simple. Boucher les trous de la grille avec leur sketch. C'est pas le plus passionnant non plus, mais malgré tout, ils débarquent avec un style très singulier. Un humour sec, absurde, parfois lunaire. Un truc que personne ne faisait vraiment à la télévision française. Le problème, c'est qu'à Paris, ils se sentent complètement paumés. Pour l'anecdote, ils se trouvaient tellement en décalage avec le chic parisien qu'ils n'osaient même pas aller manger à la cantine de Canal, par peur qu'on se moque de leur accent ou de leur sape. Bon, et de l'autre côté, on a notre Alain. Lui, vous savez déjà comment il en est arrivé là. Au milieu de tout ça, il y a Dominique Farrugia. Lui, c'est l'opposé des autres. Il ne vient pas du tout pour apparaître à l'antenne. Il rentre à Canal en tant qu'assistant de production. Concrètement, son boulot, c'est de monter les bandes annonces, de gérer les invités et de faire pas mal de petites tâches dans le genre. C'est vraiment le mec de l'ombre, genre un technicien un peu touche à tout. Ce qu'il veut lui, c'est juste bosser dans la télé et apprendre le métier. La pièce du puzzle qui va venir compléter ce groupe vient d'Alain de Greef, le patron des programmes chez Canal+. En fait, c'est lui qui va remarquer que ces quatre-là ont exactement les mêmes délires. Alors qu'en France, on est habitué à un humour un peu vieux jeu, eux, ils adorent l'humour anglais et américain, des trucs niches que personne ne connaît. Après avoir entendu les différentes idées d'émissions qu'a Alain, il décide de lui laisser une chance. Mais ce qu'il veut lui, c'est un groupe. Un peu comme une expérience scientifique, il décide de les mettre tous les quatre dans la même pièce. Et c'est de cette expérience que naît leur première émission en 1987, Objectif Nul. En plus des quatre que je vous ai présentés, d'autres personnes sont présentes dans le programme. Farrugia d'ailleurs n'apparaît pas tout de suite à la caméra. À des millions d'années-lumineuses de la Terre, un équipage, Zeytoun, l'Audace, Montag, Panty, Sergent Garcia et le capitaine Lamar dérivent dans le cosmos à bord du Liberator. Leur objectif,
Nul. Comme vous le voyez, c'est une sorte de parodie de Star Trek faite sans budget. Ça faisait un moment qu'on avait tous un peu envie de faire un truc comme ça. C'est des émissions qui existent quand même beaucoup aux États-Unis, en Angleterre, tout ça. Et puis en France, comme il y avait un petit manque, on s'est dit qu'il fallait le combler. Le programme raconte l'aventure du capitaine Lamar joué par Alain et de son équipe. L'équipage est à bord du Liberator, un vaisseau spatial perdu à des milliards de kilomètres de la Terre. Mais ce vaisseau, c'est même pas le centre de l'histoire. C'est un décor pour permettre à Alain et son équipe de faire ce qu'ils savent faire de mieux. Jouer, improviser, tester des idées absurdes et des vannes dans tous les sens. Et ce qui est fou, c'est que ça marche. Alors je dis pas ça dans le sens où c'est un carton niveau audience, mais plutôt ça marche entre eux quoi. Ils ont le même rythme, les mêmes références, le même plaisir à faire des vannes, ils rient des mêmes choses, décalées, absurdes, parfois incompréhensibles pour les autres, et chaque épisode renforce cette complicité. Après 50 émissions, le groupe trouve qu'il est temps de terminer le feuilleton. Et après, vous allez faire quoi? Je sais bien que vous êtes encore la tête en plein dans Objectif Nul, mais vous avez d'autres... On va réfléchir là-dessus. Dans le même esprit, je sais pas quoi, faut trouver quelque chose. Mais alors, qu'est-ce qu'ils vont faire maintenant? En fait, Alain de Greef, il comprend que ce qu'ils ont construit dans ce petit programme peut fonctionner à grande échelle. Alors il leur propose un nouvel espace, un truc beaucoup plus exposé. Mais avant d'apparaître dans cette émission, ça serait vraiment intéressant de créer une identité collective, de donner un nom à leur collectif d'humoristes. Bon après, faut pas l'oublier, ces quatre-là ne se prennent pas du tout au sérieux. Et la conséquence de ça, c'est le nom qu'ils choisissent. Les nuls. Bonsoir, une météo très particulière ce soir en effet, puisque je vais vous donner le moyen d'échapper au mauvais temps. Chantal, je vous signale que vous avez un tampax sur l'oreille. Merde, qu'est-ce que j'ai fait de mon stylo? Faites comme nous, suivez la route des vins. On est en train d'effectuer des recherches dans le fleuve car l'avion du maire de Molle s'est écrasé dans le Pô. Voici, professeur Thibault, qu'avez-vous découvert? Regardez. Qu'il est con! La whisky pète. Bonsoir, je suis Chantal Lobby. Bonsoir, je suis Flou. Aujourd'hui, sur chaque rasoir, un pansement incorporel. Merci, voilà. Allez, drrr, cocotte, au trot, au galop. Avec ce nom-là, ils forment enfin un collectif. C'est tout ce que voulait Alain de Greef. Avec cette nouvelle identité, ils sont prêts à démarquer dans l'émission la plus emblématique de Canal+, Nulle part ailleurs. En arrivant dans cette émission, les nuls ne viennent pas juste pour faire des sketchs. En fait, ils arrivent avec une manière de faire complètement nouvelle pour l'époque. Ils parodient les pubs, les journaux télé, les interviews politiques, les films, un peu tout en vrai. Et surtout, ils le font avec une liberté totale. À l'époque, à la télé française, personne n'osait aller aussi loin qu'eux. Le public comprend très vite qu'ils apportent quelque chose de neuf. Leurs chroniques deviennent un rendez-vous, les sketchs circulent, les extraits se partagent, les phrases deviennent cultes, et en quelques mois, Les Nuls est un phénomène. Là, ils sont vraiment au sommet de l'humour. Ils vont même jusqu'à créer leur propre émission, Les Nuls l'émission. C'est encore une fois une réussite pour le groupe, puisque l'émission est regardée par des milliers de personnes partout en France. Mais alors que tout va très vite pour eux, un événement va venir complètement bouleverser les choses. Ce soir, pas de nulle part ailleurs. Dans un instant, c'est une émission spéciale que vous présentera Philippe Gildas. Bruno Carrette a décroché vendredi soir à 33 ans, laissant orphelin sur le bord de la route Chantal, Alain, Dominique, ses copains les nuls. La mort de Bruno a été si subie et si terrible pour nous tous. Donc ouais, moi j'étais complètement KO debout en fait. Ouais. Je nous vois raconter des conneries, rigoler des bêtises, comme des gosses. Mais attendez, vraiment pas. Pour moi c'était, il allait se remettre, il allait guérir. J'étais complètement dans le déni, ça c'est sûr. On était paumés. Ça veut dire pendant un petit moment, on a tout arrêté, on était incapable de faire quoi que ce soit. On était chacun chez nous, à déprimer. Moi je savais pas qu'on pouvait mourir à 33 ans. J'étais incapable de le comprendre. Incapable. Bruno Carrette tombe gravement malade pendant l'automne 89. Au début, personne ne s'inquiète vraiment. Il est jeune, en pleine forme, il n'y a rien à craindre. Mais son état se dégrade très vite, beaucoup trop vite. On découvre qu'il a contracté une forme rare de leucoencéphalite. Et là, tout s'arrête. Le 8 décembre 1989, Bruno Carrette meurt. Il avait 33 ans. Pour les nuls, c'est un coup de massue. Du jour au lendemain, ils perdent l'un des leurs. Canal+ organise des hommages. Le public est choqué de la nouvelle. Les trois autres essayent de continuer parce qu'ils savent que Bruno aurait voulu ça, mais rien n'est pareil. Une dynamique disparaît et un équilibre se casse. Tout le monde le sait, eux les premiers. La magie originelle, celle du Quatuor, ne reviendra plus. Et même si le groupe reste culte, même si leur influence continue de grandir, l'arc Objectif Nul et Les Nuls l'émission se termine là, dans une forme un peu bizarre de succès et de deuil mélangé. Mais ce n'est pas encore la fin des Nuls,
parce qu'avant de tourner la page, il leur reste un dernier chapitre à écrire. C'est moi qui ai eu l'idée du film. C'est moi qui ai eu l'idée du film. C'est moi qui ai eu l'idée du film. Vous êtes Odile Doré? Non, je suis le pape et j'attends ma sœur. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Jusqu'à où peut-on aller pour promotioniser un film? Jusqu'à le meurtre? Oh, attention chérie, ça va couper. Imaginez en effet que La Cité de la Peur et son humour décalé, inspiré en version nulle mais pas nulle, et Monty Python et autres Y a-t-il un pilote dans l'avion, ferait encore son petit effet 2 décennies plus tard. C'est sûr que quand on l'a vu une fois, on peut plus s'arrêter. Parlez-vous, cours de mime! C'est que j'ai plus de genoux. Si, prenez un chewing-gum, Émile. Vous voulez un whisky? Ou juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? On ne peut pas tromper une fois 1000 personnes, mais on peut tromper une fois 1000 personnes. Quand ils se font coucou, coucou comme ça, comme s'ils étaient très éloignés les uns des autres, je comprenais absolument pas ce qu'allait donner la scène. Et donc ça me paraissait complètement débile ce qu'ils sont en train de tourner. Odile! Odile! Oh, Simon, Cara! On se fait un resto, je vous invite. T'imagines un gosse à qui tu dis chaque fois que tu vas faire une connerie, je vais te donner 100 balles? Bah, c'est ce qui nous arrive à nous et à mon âge maintenant, je trouve ça formidable. En 1994, ils sortent un film, La Cité de la Peur. Alors le film, vous vous en doutez, il est complètement absurde, parodique et surtout entièrement construit sur leur style. Et là, c'est le carton. Les répliques deviennent cultes, le film marque toute une génération et surtout, il clôt définitivement les nuls. On peut se tutoyer? Ouais. C'est sympa. T'es lourd. Mais j'ai quand même faim. Après la fin du collectif, Alain parle souvent d'un mélange étrange. Il ressent de la liberté, mais aussi beaucoup d'incertitude. Il décrit cette période comme un moment où il doit réapprendre à exister. Avec les nuls, tout était collectif. Les idées, les vannes, le rythme. Il disait souvent on, nous. D'un coup, il doit dire je. Et ça le déstabilise quand même pas mal. Mais bon, maintenant il va devoir prouver de quoi il est capable tout seul. Et pendant un temps, il tente des choses. Il joue dans quelques films, il passe à la télé, participe à des émissions, mais rien ne prend vraiment comme avant. La vague nulle redescend, la tension s'estompe et le public ne sait pas encore où le situer. Alain n'est plus seulement un humoriste puisqu'il a fait un film, mais les gens ne le considèrent pas encore comme un auteur puisqu'ils ne savent pas s'il va en faire d'autres. Mais t'inquiète pas, Alain lui, il sait ce qu'il veut faire. Il a bien kiffé l'expérience de La Cité de la Peur et il veut recommencer. Et c'est de cette envie que naît son premier long métrage en tant que réalisateur, Didier. Quand Alain commence à travailler sur Didier, il n'a pas du tout de plan de carrière. Il a juste une intuition. S'il ne fait pas quelque chose maintenant, il va se perdre. Miam miam, Didier. Jean-Pierre, c'est sûrement très clair pour toi, mais qu'est-ce qui se passe avec ce chien? Voilà, il est joueur. Il est surtout con. Le pitch du film, il est simple. C'est un chien qui se transforme en humain. Et parfois, je me dis, c'est pas vrai, c'est pas moi qui ai eu cette idée. Je ne sais pas d'où vient l'idée de Didier, si ce n'est que j'ai l'impression de comprendre les chiens, mais je sais pas d'où vient cette idée. Je sais pas, c'est très bizarre, je trouve. Le film est complètement absurde. C'est carrément dans la continuité de l'humour des nuls. Bien sûr, on la connaît, elle. Mais il faut connaître plus pour sentir le cul. Elle, c'est la boulangère. On ne sent pas le cul des filles. Et sur le tournage de Didier, Alain découvre tout ce que ça implique d'être réalisateur. Il doit diriger une équipe, prendre des décisions, répondre à toutes les questions posées. Alors il avoue souvent qu'il ne savait pas s'il en était capable, mais qu'il a avancé parce qu'il le fallait. Et en vrai, il a raison, c'est exactement la mentalité qu'il faut. Ce qui aurait pu être un pari raté devient une vraie réussite. Didier sort, le film marche, le public suit, et la critique aussi. Alain reçoit même un prix pour ce film. Je vous vois venir, vous devez sûrement être en mode bon, ça doit pas être un prix de fou non plus, faut pas abuser. César est attribué à Didier de Alain Chabat. Ça fait plaisir, donc merci beaucoup. Je fais un coucou à mon papa qui est à l'hôpital, que j'embrasse très fort, à ma maman, à toute ma famille, enfin comme tout le monde, quoi, voilà. Et ça se voit pas parce que je remue la queue, on ne voit pas bien, mais je suis très content, donc vraiment merci beaucoup, ça fait très plaisir, merci. Un César. Le mec a gagné le César du meilleur premier film en parlant d'un humain transformé en chien. C'est juste fou ce dont ce mec est capable. Et grâce à ça, Alain commence à se faire respecter. En l'espace de quelques mois, il passe d'humoriste sur la pente descendante à cinéaste admiré. Après Didier, un nouveau problème apparaît. Le premier film, c'est l'adrénaline, l'innocence de la nouveauté. Le deuxième, c'est l'attente. Et là, la pression, elle est totalement différente. Les gens attendent avec impatience ton prochain film, mais si c'est pas ouf, les critiques vont pas te rater.
C'est le fameux piège du deuxième film. En plus, l'industrie a ses codes. Souvent, les réalisateurs pour qui les premiers films ont bien marché enchaînent très rapidement. L'idée, c'est qu'il ne faut surtout pas perdre la hype. Si tu retombes aux oubliettes, bon courage pour revenir au sommet. Et ce que Alain va faire de différent, c'est qu'il va tout arrêter. Mais genre, vraiment tout. Contre toute attente, il décide de ne rien réaliser pendant 5 ans. 5 ans, c'est énorme dans le cinéma. N'importe quel producteur lui aurait dit « Mais t'es juste fou, pourquoi tu fais ça ?» Mais Chabat, il ne fonctionne pas comme ça. Il n'a pas de plan de carrière, aucune stratégie. Il marche à la passion et au plaisir. Et surtout, il a peur de décevoir et de faire le film de trop. En fait, il refuse de profiter du succès de Didier pour faire une suite facile ou une comédie bâclée. Alors pendant ce trou, il ne fait rien, il retourne à des choses plus basiques. Déjà, il joue dans des films. Mais attention, il ne fait pas ça juste pour passer le temps. En même temps, il va utiliser cette période pour casser son image de petit comique. Pour ça, il va jouer dans des rôles beaucoup plus sombres, comme dans Le Cousin d'Alain Corneau, où il joue un flic torturé. Avec ce rôle, il prouve à tout le monde qu'il n'est pas juste le petit rigolo des nuls. Il montre qu'il est capable de jouer de vrais rôles profonds. En réalité, cette période de vide de réalisation, c'est ce qui va le sauver. Il se nourrit, il observe les autres réalisateurs et il apprend en enchaînant les plateaux. En parallèle, il cherche la bonne idée, celle qui va marcher. Il commence des scénarios, il les jette. Il a le syndrome de la page blanche, il doute de lui. Il dira plus tard qu'il cherchait le truc qui valait la peine de se lever le matin pendant 2 ans. Et il ne le sait pas encore, mais cette patience est sur le point de payer. Le plus gros producteur de France, Claude Berry, cherche un réalisateur pour adapter la bande dessinée la plus culte du pays. Après des années d'attente, le téléphone d'Alain va bientôt sonner. Et cette fois-ci, c'est pour changer sa carrière. Mais attendez un petit peu, ce moment il n'est pas encore arrivé. Avant d'en arriver là, Alain fait d'autres choses pendant sa longue pause. Par exemple, il va prêter sa voix à un personnage qui a marqué toute une génération. Et si on en discutait autour d'une petite chopine? Non. Alors santé. À la boue. On est en 2001 et DreamWorks cherche une voix française capable d'interpréter l'ogre à la perfection. Chabat devient la voix de Shrek en version française et ça fonctionne immédiatement. Il apporte un humour naturel, un petit décalage typiquement français et une honnêteté dans le jeu qui fait que beaucoup considèrent encore aujourd'hui la VF aussi bonne voire meilleure que la VO. Et l'année 2001 de Chabat ne s'arrête pas là. Pendant qu'il attend ce fameux projet que je vous ai teasé tout à l'heure, il commence à s'ennuyer un peu. Le cinéma c'est bien, le doublage aussi, mais il lui manque un truc. L'adrénaline du direct, le chaos, la liberté, les moments de rigolade qu'il avait à la télé. Il veut revivre un truc pareil. Alors il décide de revenir à la maison, chez Canal+. En léger différé du studio on enregistre pour la première fois en France, c'est Burger Quiz. Qu'est-ce que le Tompa Takawa Tagangi Ankako Otaka Wenua Kitinatahu? C'est un bic. Alors vraiment, le principe, c'est de lui prendre pour des cons depuis le début. Vrai ou faux, les aliens ont atterri à Roubaix et ils ont redécollé tout de suite. J'ai caché sur moi une paire de couilles, à vous de la retrouver. Vrai ou faux, Batman et Robin se sont rencontrés dans une batte partouze. Quels sont les 10 commandements? Non, je déconne. En association avec Kader Raoun et Stéphane Ribeiro, il présente une émission avec un pitch assez simple. Des célébrités doivent répondre à des questions absurdes et pleines d'humour dans un décor de fast-food. Il y a 2 équipes, l'équipe ketchup, l'équipe mayo. Le but global c'est de récolter des miams pour tenter de faire gagner de l'argent ou des cadeaux souvent ridicules à un candidat qu'ils ne connaissent pas. Alors sur le papier, ça fait pas tant rêver que ça, on va pas se mentir. Dans la vraie vie, ça donne Burger Quiz, une émission qui arrive en clair sur Canal+ le 27 août 2001. L'émission enchaîne 4 épreuves devenues légendaires avec le temps, les nuggets, le sel au poivre, les menus et même le burger de la mort. Alain qui anime le jeu n'en a rien à foutre des règles. Il triche sans scrupule, il donne des réponses et des fois il enlève des points juste pour le plaisir. C'est la première fois qu'on voit ça à la télé. Mais au-delà des règles, c'est l'ambiance qui rend le truc unique. Chabat a réussi quelque chose avec cette émission, c'est de recréer l'atmosphère d'un dîner entre potes. Il invite ses amis, Jean-Paul Rouve, Chantal Lobby, Dominique Farrugia, Marina Foïs et bien d'autres, et il les laisse en roue libre totale. On a l'impression qu'ils ont oublié les caméras. L'émission cartonne et rassemble chaque soir plus d'1 million de téléspectateurs. Un score énorme pour la chaîne face aux journaux télévisés des concurrents. Cette émission, en fait, c'est tout ce dont Alain avait besoin. Un projet pour décompresser, pour s'amuser comme au bon vieux temps. Et il a bien besoin de ça, parce qu'en parallèle, il va falloir charbonner.
Allô Alain, tu viens de faire ce film? C'est le moment. La vie d'Alain est sur le point de changer. Imagine, t'es là, t'es posé chez toi dans ton canapé et tu reçois un appel de Claude Berry. Claude Berry, il est producteur et il recherche actuellement un réalisateur talentueux pour adapter une bande dessinée super culte au cinéma. Cette bande dessinée, c'est Astérix et la suite de l'histoire, vous la connaissez. Le plus gros budget du cinéma français, le film sort cet après-midi, c'est déjà mission accomplie. Alors, est-ce qu'il faut parler de succès? Je ne sais pas, c'est peut-être à vous de le dire. Non, je crois qu'on peut parler de triomphe. Je vais lui construire les plus magnifiques des palais. Et c'est toi, numéro 10, qui en sera l'architecte. C'est moi qui en serai l'architecte, c'est-à-dire. Tu as 3 mois, jour pour jour, top chronos. C'est impossible à tenir. Ça, c'est clair. Il nous faut des pouvoirs magiques. Astérix. Et lui, c'est Obélix. Et le petit chien là, c'est Idéfix. Non, Obélix, t'es tombé dans la marmite est impossible. Il y a de la déconne, il y a de la dénonce, Celui qui est sorti là, je le connais. et il y a de la danse. À l'humour du Derzo et de Goscinny, il a ajouté celui des nuls, plus Jamel Debbouze. C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus moins calme. Et Alain, incontestablement, est l'héritier spirituel de mon père. Énorme. C'est vraiment le film de l'année. C'est vraiment un film qui m'a marqué. 20 ans après sa sortie, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre est considéré comme une comédie culte. Ce coup de fil, c'est le début d'une aventure sans précédent dans le cinéma français. On est en l'an 2000. Claude Berry est l'un des plus gros producteurs de France. C'est d'ailleurs lui qui a produit Didier, le premier film d'Alain. Mais il a aussi produit le premier film Astérix et Obélix contre César, de Claude Zidi. Et même si le film a bien marché en salle, la critique a été sévère. Les gens reprochent au film d'avoir mal vieilli, et surtout d'être à moitié drôle. Claude Berry doit donc trouver quelqu'un qui pourra moderniser l'adaptation. Et quoi de mieux pour faire ça que le bon vieux Alain. Mais je suis un fan de Goscinny absolu, moi. Enfin, vraiment, je trouve que c'est un auteur immense. Il continue à être là, Goscinny. Quand on dit « t'es tombé dedans étant petit », c'est quand même Obélix. Je trouve que dans l'humour de René Goscinny, il y a un nombre de strates assez incroyable. C'est-à-dire qu'on peut lire un Astérix à 8 ans, à 16 ans, à 30 ou à 60, jamais de la même manière. Mais attention, il n'accepte pas tout de suite. Avant, il pose ses conditions. En fait, il ne veut pas être un réalisateur qui obéit aux ordres. Il impose ses règles. Il veut écrire le scénario, choisir l'album adapté et diriger l'équipe. J'adore embarquer une équipe dans une aventure. Tout m'intéresse dans le process. Les costumes, le maquillage, les repérages. Enfin, il n'y a rien qui m'ennuie dans toute la fabrication d'un film. Je me sens exactement à ma place. Claude Berry lui fait confiance et il accepte. Alain choisit donc d'adapter l'album Astérix et Cléopâtre. C'est selon lui le plus cinématographique, le plus coloré, et surtout il y a un personnage vraiment intéressant à adapter. Je vous en parle juste après. D'abord, on va parler du pari fou qu'a ce film. Parce que adapter Astérix Mission Cléopâtre, c'est voyager en Égypte, construire un palais géant en quelques mois, fabriquer des décors grandioses, faire une écriture aux petits oignons pour faire rire les gens. La quantité de taf qui attend Alain et ses équipes est juste colossale. En plus, le film il a un budget d'environ 50 millions d'euros. C'est juste immense, surtout à l'époque. Imaginez la pression. En fait, si le film flop, c'est comme si t'avais jeté 50 millions d'euros par la fenêtre. Mais bon, notre Alain, il a pas le temps de penser à ça. Il se lance dans l'écriture. Il s'y met tellement à fond qu'il doit arrêter Burger Quiz. Le but, c'est de se focus à fond sur le projet. Surtout que ce qu'il veut, ce n'est pas seulement transposer les planches à l'écran, c'est redonner vie à l'esprit d'Uderzo et Goscinny, les créateurs d'Astérix, tout en y ajoutant sa propre patte. Alain va centrer son écriture sur le personnage de numéro 10. C'est le fameux personnage intéressant dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il est intéressant parce que c'est un personnage gentil, mais un peu maladroit, et surtout toujours plein d'énergie. Oui, exactement, madame. Il n'y a pas d'empire plus puissant dans le monde. Bien sûr, je connais pas non plus tout le monde dans le monde, mais à mon avis, non. En plus, même s'il sait que ce n'est pas le meilleur, il veut réussir. Et ça le rend quand même vachement touchant. Son rôle central vient aussi du fait que c'est lui qui lance toute l'histoire du film, grâce à la mission que lui donne Cléopâtre. Alain Chabat prend beaucoup de plaisir à travailler sur ce personnage, et il prend aussi un malin plaisir à choisir qui va l'interpréter. Le casting d'ailleurs, parlons-en. Alain nous ramène un casting XXL pour ce film. Christian Clavier est en Astérix, Gérard Depardieu fait Obélix, Monica Bellucci incarne Cléopâtre, et Jamel Debbouze incarne numéro 10. Qui d'autre que lui aurait pu aussi bien l'interpréter en vrai? C'est vraiment la personne qu'il fallait. Pour ce qui est des autres acteurs présents sur le tournage dans le rôle de personnages plus secondaires,
On a Gérard Darmon et Dorbert qui d'ailleurs nous a fait une impro devenue culte aujourd'hui. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi, si je devais résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main peut-être à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Non, franchement, il avait une phrase de départ, vaguement un truc au milieu et quelque chose à la fin, quoi. Et au milieu, c'est du génie d'Edouard pur, quoi. Puis enfin Chantal Lobby ou encore Marina Foïs. Le but avec ce casting, c'est de créer une troupe, une vraie bande avec des personnalités différentes, capables d'apporter chacune une couleur au film. Ce que Chabat veut, c'est un univers qui déborde de vie. Et pour ça, il a besoin d'acteurs qui savent jouer, mais surtout qui savent exister. Il lui faut des gens qui comprennent son humour, qui savent rebondir, improviser, proposer des choses. Et c'est exactement ce que chacun apporte au film. Ce casting a transformé le film en terrain de jeu géant, et c'est en partie pour ça qu'il a marché. D'ailleurs, il a bien plus marché que prévu. À sa sortie en 2002, Mission Cléopâtre explose le box-office. Il fait plus de 14,5 millions d'entrées, et à l'époque c'est le plus grand succès pour un film français. Ce succès découle d'un équilibre parfait. Alain a respecté l'univers d'Astérix, il a parfaitement travaillé le script pour le rendre comique, et surtout il a parfaitement mis en scène ce casting de légende. Tous les ingrédients d'un film parfait étaient réunis. On dit des chacos? Malgré un succès de fou, le co-créateur d'Astérix, Albert Uderzo, juge l'adaptation trop libre en ce qui concerne le ton et certaines libertés prises. Mais au final, est-ce que ça serait pas grâce à ça qu'Astérix Mission Cléopâtre est devenu un classique du cinéma français? Je vous pose la question et je vous laisse en débattre en commentaire. Mais moi je trouve que c'est cette liberté qui a permis au film de s'imposer comme une œuvre à part entière, et surtout qui lui a permis de toucher un public large et de durer dans le temps. La réussite de Mission Cléopâtre redéfinit l'idée qu'on peut avoir aujourd'hui d'adapter une bande dessinée culte. Elle prouve que c'est possible à condition d'y apporter un vrai regard, une vraie envie de respecter l'esprit, tout en acceptant de le réinventer. Pour Alain Chabat, ce film, c'est le point de bascule. Il devient enfin un réalisateur de cinéma reconnu. Cette montée en puissance a été rendue possible par ce pari qu'il a osé, puis qu'il a gagné. Tous ses projets, le Burger Quiz, Mission Cléopâtre, Didier, finissent par lui créer un style. Chabat impose une manière de faire qui devient une référence. Un mélange de liberté, d'absurdité assumée et de précision millimétrée. À ce moment-là, son nom ne signe plus seulement des œuvres, il installe une façon de faire que tout le monde reconnaît. Après un enchaînement aussi fort, il est l'heure pour Alain de se reposer. Enchaîner le succès de Burger Quiz et en parallèle un aussi gros film que Mission Cléopâtre, tu dois avoir quelques cheveux blancs qui poussent, je pense. Après Astérix, Alain fait une pause de 2 ans. Alors quand je dis pause, faut pas imaginer qu'il disparaît complètement. Il joue dans des films, souvent en second rôle, parfois juste pour quelques caméos. C'est un peu une façon de continuer à travailler sans porter tout un projet sur ses épaules. Ça se sent clairement, il a besoin de souffler. En 2004, il revient avec Re. On comprend rien à ce que vous dites. Plus innover. Bon, vous commencez à le connaître, encore une fois, c'est un titre qui lui ressemble. L'histoire se déroule il y a 35 000 ans entre 2 tribus, celle des cheveux propres et celle des cheveux sales. Tout bascule quand un membre des cheveux propres est retrouvé assassiné. C'est le premier meurtre de l'histoire de l'humanité, et ça les oblige à inventer la première enquête policière de l'histoire. Il reprend l'humour des Robin des Bois, une troupe de comédiens très influente à l'époque, mélangée à du Chabat tout craché. Et moi, celle qui est tuée. Pour le localiser, il faut le faire parler. Tu es pour ou contre l'avortement? Ouais, toi? Disons que si la femme est enceinte, je suis pour, salut. Par contre, si elle ne l'est pas, c'est inutile qu'elle se fasse avorter. Résultat, le film trouve son public, mais on est loin du raz-de-marée Astérix. Parce que la vérité, c'est que plus rien ne pourrait égaler Mission Cléopâtre en termes de chiffres. Et Alain le sait. Alors, au lieu de courir après son propre record, il choisit le chemin inverse. En 2004, après la sortie de Re, il entre dans une période beaucoup plus silencieuse. Encore une fois, ce n'est pas un silence total, il continue de jouer, mais c'est un silence de réalisateur. Il ne réalisera plus rien jusqu'en 2012. 8 ans sans réaliser dans un milieu où on te répète qu'il faut enchaîner les projets pour rester dans la course, c'est juste énorme. Et vu de l'extérieur, on pourrait presque se demander, est-ce qu'il va vraiment revenir un jour avec un grand film? Parce que là où d'autres saturent les écrans, Alain Chabat, lui, disparaît des radars. Il n'accepte que ce qui lui parle vraiment. Pendant ces 8 ans, il soigne chacune de ses apparitions. Et quand il débarque dans un film, même pour seulement 3 scènes, on est content de le voir. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est Alain Chabat, et ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Mais bon, ce n'est plus la grande période de l'explosion. C'est une phase de sa vie un peu plus calme, avec moins de lumière. En 2012, il revient sur le terrain de la réalisation avec Sur la piste du marsupilami.
Ça raconte l'histoire de Dan Geraldo, un journaliste qui part en Palombie pour sauver sa carrière. Sur place, il rencontre Pablito, un guide imprévisible, et il découvre qu'une créature légendaire existe vraiment. Le reportage banal devient une grande aventure familiale. J'avais envie de faire une comédie d'aventure, et puis ça me permettait de faire un pur divertissement et traiter des thèmes que j'avais envie de traiter un peu sur la nature et puis l'humain et l'animal. Bon, le film marche bien, mais ce n'est pas un phénomène de société. Chabat ne retrouve pas les scores d'Astérix. Mais derrière ça, il ne se met toujours pas à surproduire. Il reviendra plus tard avec un film de Noël, Santa et compagnie, une histoire de Père Noël en galère qui doit sauver Noël. Encore une fois, il choisit un projet surprenant. Personne n'aurait pensé voir Chabat un jour dans un conte de Noël. Et en vrai, le film Marsupilami ou même celui-là, ça montre juste qu'Alain n'est plus dans la course au record. Il fait ses films quand il en a envie et surtout comme il en a envie. Et à la télé, il fait la même chose. En 2018, il ramène Burger Quiz comme un cadeau tombé du ciel. L'émission revient, marche à nouveau, puis s'arrête. Plus récemment, il s'est pointé en prime time sur TF1 avec un late show improbable, pendant quelques soirs seulement avant de disparaître. En fait, à chaque fois, il arrive, il fait son truc, et il en repart aussi vite qu'il est arrivé. En dehors du succès, quelque chose se confirme. En disparaissant plusieurs années puis en revenant avec un projet inattendu, Alain installe un rapport particulier avec le public. Son absence devient un style qui le distingue des autres. Pendant que le milieu du cinéma et de la télé tourne à fond, lui laisse le temps passer et choisit chaque apparition. Résultat, chaque retour ressemble à un rendez-vous. Et cette rareté, c'est quelque chose d'important dans la carrière de Chabat. C'est ce qui fait de lui une légende. Et même si ce mot peut paraître abusé, je pense pas avoir tort en l'utilisant. Parce qu'une légende, c'est quelqu'un qui marque les esprits, même quand il n'est pas là. Et c'est quand même exactement ce qu'il a réussi à faire. Ce qui est fou avec Alain Chabat, c'est que même après toutes ces années, il continue de surprendre et de prendre des risques. Son statut de légende, il s'en fout, ça change rien à sa manière de travailler. Au final, quand tu regardes sa carrière de plus loin, tu te rends compte qu'elle est littéralement remplie de contre-pieds. Et quand ce film sort le 16 octobre 2024, personne ne s'y attendait. Tu sais, pendant toutes ces années, j'ai beaucoup pensé à toi. À nous, à ce qu'on était. Parce que t'avais tout gagé. L'amour ouf, c'est un amour impossible entre deux personnages, Jackie et Clotaire. Ces deux adolescents grandissent ensemble dans une cité des années 80, avant que la vie, la violence et la prison ne les séparent. Mais des années plus tard, leurs chemins se recroisent. Dans ce récit rempli de rage et de tendresse, Alain Chabat joue le père de Jackie. On commençait à peine à être heureux tous les deux. Non, on a toujours été heureux, toi et moi. Arrête, c'est arrête, la vérité. Arrête avec tes arguments là. C'est carrément différent d'habitude, il incarne un personnage dur, abîmé, à des kilomètres de l'image légère qu'on lui connaît. Et pourtant, je vous laisse encore une fois en débattre dans les commentaires, mais je le trouve juste incroyable. Beaucoup découvrent un nouveau Chabat plus dramatique. Et grâce à ce rôle, Alain Chabat gagne la consécration. Merci à vous, merci beaucoup, merci. Moi, ce prix, je trouve que c'est un peu une façon de lui dire merci. Merci Alain d'avoir tout donné durant ta carrière. Mais c'est surtout une preuve qu'il a raison depuis le début. Toute sa vie, il a pris des risques. Quand personne ne croyait en lui, il en avait rien à foutre. Ce qu'il a toujours voulu, c'est faire rire. Oui. Mais avant tout, c'est être lui-même. Alain Chabat n'a jamais suivi de plan précis ou de chemin tracé. Il en a fait qu'à sa tête. Et c'est pour ça qu'on ne l'a jamais enfermé dans une case. En fait, à chaque nouvelle étape, il est allé ailleurs. Toute sa carrière, il a cassé les codes. Il a quitté l'Algérie du jour au lendemain, il a survécu à 12 lycées, il est passé de la BD à la radio à la météo, de la météo à révolutionner la télé, et il a même réussi à passer du collectif à la réalisation en solo. En plus, à chaque fois, il aurait pu choisir la facilité, mais à chaque fois, il a choisi le risque. Et quelque part, quand il crée la série Astérix et Obélix, le combat des chefs pour Netflix, il boucle presque un rêve d'enfant, celui de raconter des histoires comme celles des BD qu'il dévorait étant petit, sauf que cette fois, c'est lui qui les fabrique. J'ai un petit peu réalisé un rêve d'enfant de faire un vrai truc d'animation. Ouais, c'est vrai. Sa trajectoire raconte bien plus qu'une carrière. Elle résume une philosophie de vie. Il faut pas attendre la validation des autres, il faut créer son propre chemin, même quand personne ne comprend où il mène. Alors oui, légende c'est un mot fort. Mais quand on le prend avec du recul, c'est exactement ce qu'il est devenu. Il a réussi à traverser les époques sans jamais disparaître, et tout ça grâce à cette capacité à sortir de l'ordinaire.
Et c'est là que ton histoire rejoint la sienne. Parce que ce que Chabat nous montre, c'est que tu ne deviens jamais une légende en suivant les traces des autres. Tu deviens une légende en osant quitter le chemin, en assumant tes choix, tes doutes, tes folies, tes contre-pieds, tes particularités. Alain Chabat a osé et il a réussi.